Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir aujourd'hui Tenancy for Laravel. Alors, c'est un package qui permet ici de mettre en place le concept de multi-tenancy dans votre application Laravel. Imaginons que vous souhaitez développer une application, soit une application SaaS, une grosse application SaaS ou une application en B2B et que vous souhaitez partager ici les différents scopes de votre application, notamment chaque client ou chaque entreprise que vous hébergez dans votre application aura sa propre base de données, ses propres ressources et ses propres configuration. Donc ce package-là nous permet donc de faciliter cette configuration-là et en optimisant donc l'utilisation des différentes ressources de notre application. Imaginons par exemple qu'on veut repliquer, supposons, l'application Shopify, l'e-commerce, et que chaque boutique ici doit avoir sa propre base de données. Si on le fait de façon standard, ça veut dire que tous les utilisateurs en fait, de notre application, chaque boutique qu'on va créer, ils vont tous résider dans la même base de données, ce qui peut être très embêtant parce que on risque d'avoir des données d'un utilisateur d'une boutique qui peuvent être vues par exemple dans une autre boutique, ce genre de choses. Et puis c'est un petit peu compliqué de scaler une application qui aura cette taille de données, une grosse taille de données en fait. Donc le mieux donc c'est de partager pour chaque client, il aura sa propre base de données, mais qui pour tous ces clients-là vont partager le même code source en fait de l'application. Donc ils auront ses propres configurations, ce genre de choses. Et puis le cœur de l'application restera donc pareil. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose ici, c'est d'installer le package, de créer un nouveau projet Laravel et puis d'installer le package et voir comment on va travailler avec. Alors, sans plus tarder, ici je viens d'installer un projet Laravel et puis j'ai donc configuré également la base de données. Donc si je reviens ici au niveau de cette partie-là, je vais juste configurer ici rapidement les migrations et tout le reste. Donc là, normalement, tout marche bien. Notre nouvelle installation ici de Laravel. Donc là, je vais juste réduire ici le terminal. Donc je peux lancer quelque chose comme ceci. Alors là, j'ai la base de données, c'est centrale. Donc, j'ai créé une base de données qui s'appelle, une nouvelle base de données qui s'appelle centrale ici dans de l'application. Ce sera donc notre base de données centrale. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est que notre application, elle aura donc la possibilité ici d'héberger plusieurs clients ici dans notre application. Et puis, le but ici, donc, c'est d'avoir une base centrale qui sera en quelque sorte notre back-office pour pouvoir gérer les différentes bases de données, les différents clients en fait de notre application. Et donc j'ai nommé cette base là qui s'appelle donc une base centrale ici. Donc si je rafraîchis ici dans ma liste de tables à cet endroit là, donc ce que je peux faire, alors je peux vous éviter de voir toute cette liste là. On a donc une base ici qui s'appelle la base centrale. Alors je vais juste remettre à ce niveau là, comme ça que lorsqu'on créera pour chaque client, on les verra s'afficher directement automatiquement ici. Donc là j'ai une nouvelle base ici. Donc si je refais les migrations à ce niveau là, j'avais pas les bons identifiants. Donc là on voit que ça l'exécution ici de base de Laravel, donc tout marche bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir ici au niveau de notre package. Donc, je vais aller au niveau de la documentation et l'installation à ce niveau-là. Donc, on peut copier donc ce package-là et puis l'installer dans notre projet à ce niveau-là, ici. Et puis ensuite, il faudra lancer cette commande-là. Pour le moment, je vais juste faire ça. Comme ça, je le garde dans l'historique avec le A. Donc là, ce qu'il a fait ici, il nous a créé un fichier de configuration. Lorsque le package il est installé, il a déjà installé ici, il nous crée un fichier de configuration et puis des routes ici pour pouvoir injecter ici les différentes routes de chaque application ici dans un contexte tenant. Alors le contexte tenant ici, c'est un contexte du coup de l'application en soi. Et cela permettra donc d'identifier par exemple lorsqu'on arrive sur un sous-domaine, supposons ici on a ce domaine-là et à ce niveau-là, donc je vais juste copier à ce niveau-là quelque chose comme ceci, je vais mettre en commentaire. Et puis là, ce qu'on peut faire, si on a par exemple un client, supposons Google, on aura Google, notre nom de domaine en quelque sorte ici. Et puis si on a un autre client, ce sera donc ce client-là à ce niveau-là. Donc cela permettra donc d'isoler chaque client. Et puis chaque client ici qui va pouvoir accéder à un sous-domaine, il aura donc son contexte à lui, ses utilisateurs à lui, et puis c'est sa base de données qui sera donc instanciée. Donc il est important ici d'avoir une base de données, qu'on a les droits en tout cas de création de base de données, parce que lorsqu'on créera ici les migrations et qu'on rajoutera cela dans les seeders, il créera en quelque sorte derrière une base de données pour chaque client qu'on aura créé dans notre modèle tenant. Donc je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis là, il faudra donc, il nous a créé également un service provider, il a copié les différentes sources. Et puis au niveau des migrations, ici, il nous a rajouté ici un nouveau dossier. Normalement,
au niveau des tables de migration à ces niveaux-là. Il nous a rajouté un dossier qui s'appelle ici tenant, il est vide pour le moment et c'est là que ça va résider en fait toutes les différentes modèles de données, les migrations des clients en fait. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc ça, et ce que je vais faire, donc je vais revenir au niveau de la configuration, donc je vais repartir ici, configuration, on aura tenancy ici. Donc à ce niveau-là, on a un modèle ici de base, le modèle qu'il nous offre. Alors moi j'ai une préférence ici de créer un modèle et puis d'hériter de celui-là puisqu'on ne peut pas injecter directement ici les différents noms de domaine. Donc ce que je vais faire, je vais revenir d'ailleurs ici et on va créer un nouveau modèle qui s'appellera tenant tout court. Et puis s'il faut même le domaine ici, le domaine on peut le laisser pour le moment. Donc ce que je vais faire, je vais créer d'abord un modèle qui s'appellera ici juste modèle, je vais l'appeler tenant. On n'aura pas besoin de créer des migrations ni tout le reste ici. On va garder juste le modèle vu que c'est de l'héritage en fait. Donc là, ce que je peux faire, c'est d'enlever ça et de mettre le tenant ici, qui viendra donc depuis Sanctel ici, tenancy database. Donc c'est celui-là, et puis là, on aura donc notre héritage. Et on va mettre donc ce notre custom model ici, à ce niveau-là, pour pouvoir customiser ensuite si on a envie de faire des choses. Donc là, on va changer l'import ici. Pour le domaine, on aurait pu aussi faire pareil, mais pour le moment, on va juste laisser ça comme ceci. Et puis, si on souhaite aussi implémenter un générateur d'URL, ce genre de choses, du ID ici pour nos différents modèles, ce genre de choses, donc on a aussi la possibilité. Maintenant, pour identifier ici chaque client, ça, nous sommes encore ici dans notre... supposons dans notre back-office, ce modèle-là, le tenant ici, parce que si je viens au niveau de la migration, il nous a rajouté, comme on a vu ici, il nous a rajouté des migrations ici depuis la base centrale ici. Donc si je viens au niveau de database migration, il nous a rajouté ici deux tables. On a la table tenant et la table domain. Les tenants ici, ça représente un client en fait. Un client, supposons on a une boutique sur Shopify, ce sera donc notre boutique, elle aura une ligne ici, ce sera par exemple une boutique, je sais pas, Mouktar.shopify.com par exemple. On aura quelque chose comme ça et puis le domaine ici c'est là où on va mettre le nom de domaine en fait que je viens de citer tout à l'heure. Là ce sera le nom par exemple de la boutique. On pourra rajouter d'autres propriétés si on en a envie, mais bon, on va laisser juste comme ceci. Et puis, dans ce modèle-là, on peut donc rajouter d'autres propriétés ici pour indiquer que ce tenant-là, par exemple, il peut avoir le nom de domaine, par exemple. On peut donc avoir ici, alors, il nous a proposé des choses. On a donc has database déjà, as database ici pour indiquer que chaque client ici, il a une base de données. Alors, il propose d'autres types ici. Et si on vient au niveau de la documentation, il propose deux types. On peut avoir un single database tenancy. C'est là qui impliquera qu'en fait, à chaque fois, il faudra qu'on rajoute une clé ici pour identifier nos différents modèles. Comme ça, en client, par exemple, on aura l'ID du client dans la table des utilisateurs, dans la table des postes, ce genre de choses pour pouvoir identifier ici et dire que cette ligne-là, elle appartient à ce client-là, cette ligne-là, elle appartient à un autre client. Ça, c'est déconseillé. Le but ici de ce package-là, c'est d'avoir un multi-database, en fait. Donc, si je reviens ici, on va passer, nous, plus de temps à ce niveau-là. Donc, au niveau de multi-database, alors là, déjà, pour la configuration ici, il nous a créé ça. Donc, ça, c'est top. Il faudra qu'on enregistre ici le service provider ici dans notre configuration de app. Donc là aussi, je vais revenir au niveau de la configuration ici, config app à ce niveau-là. Et puis on aura donc les services providers à ce niveau-là. On va le rajouter tout en bas. Et puis ici, normalement, tout est bon. Et pour la connexion ici, au niveau des bases de données, ce genre de choses, on n'en aura pas forcément besoin vu qu'on va rester sur quelque chose, une base centrale ici. Et puis on va rester sur quelque chose de très simpliste pour le moment. Si vous souhaitez changer ici les modes de connexion ici à la base de données, vous avez ici le fichier de configuration de tenancy à ce niveau-là. Il y a ça c'est les noms de domaine par exemple lorsque nous sommes en local ou autre. On peut enregistrer ici nos différents noms de domaine. Là je vais rajouter ici multi-tenancy par exemple, ici de notre application. Comme ça il va enregistrer aussi. Et je peux laisser cela pour si on a envie par exemple de relancer un PHP artisan serve, ce genre de choses. Et puis pour la base de méthode de connexion ici à la base de données, on peut faire quelque chose comme ça. Ça c'est le préfixe ici des bases qu'il va créer ensuite lorsqu'on mettra en place un client. On créera un client par exemple avec cela.
Et puis voilà, normalement c'est tout. Il nous rajoute d'autres customisations ici au niveau des routes. Si on a envie d'enregistrer des routes de façon custom ici, ce genre de choses. Et puis les migrations, le point d'entrée ici. Donc on voit que ici il nous fait référence ici au dossier qu'il a créé au niveau de la table au niveau du dossier de migration ici. Et puis pour la table Seeder aussi, c'est pareil. Il nous a rajouté ici un modèle, le database Seeder ici directement à ce niveau-là. Donc je pense qu'on a tout, c'est tout pour cette partie de configuration ici. On peut rajouter un autre ici, use as domain à ce niveau-là. Voilà, comme ça, on va le faire une fois pour tout, et puis c'est bon. Maintenant, pour la partie installation, on est bon, on a la configuration ici, il nous explique en quelque sorte ce que je viens tout juste de faire, et normalement, on est bon à ce niveau-là. Maintenant, pour la partie tenant ici, voici donc l'autre modèle tenant ici, donc j'aurais même pu partir de là, donc je peux implémenter ici with database par exemple, que j'ai oublié. Donc celui-là, on importe donc la classe et puis c'est bon. On a donc nos deux modèles ici, hasDomain et hasDatabase. Et puis dans notre migration ici dans la table de Seeder, ce que je souhaite faire par exemple, c'est de créer ici directement. On peut partir sur un client de base par exemple sur lequel on va tester. De façon générale, on a notre application et l'utilisateur, lorsqu'il va finir ici son onboarding ici dans notre application, il va créer, supposons, son activité et renseigner toutes ces informations. Et puis à la fin, on va lancer un job qui va par exemple créer ici les bases de données, ce genre de choses. Pour le moment, on va le faire ici directement dans la table de Seeders, ici, database Seeders, à ce niveau-là. Alors ici, donc, ce que je vais faire, je vais donc créer ici supposons un tenant, de façon générale, on l'appelle tenant ou client, ce genre de choses. Donc là, je peux partir sur tenant, notre modèle, pas le modèle qui vient avec le tenancy, vu que celui-là, il ne vient pas avec ces différentes notions-là de database. L'avantage de ça, c'est que lorsqu'on crée ici, on a dans le service provider, je vais revenir sur le service provider du package. Donc ici, on a tenancy service provider ici. On a donc différents événements ici. Lorsque, par exemple, un tenant il est créé, il va essayer de lancer ces différents jobs-là. Donc, il va créer, par exemple, une base de données, une migration, ce genre de choses. Donc, c'est important donc de passer sur un modèle qui a déjà une implémentation ici de hasDatabase, ce genre de choses. Donc là, on va créer un client ici, un nom de domaine, ce genre de choses. Donc là, on est bon. Ce que je peux faire ici, c'est rajouter name, par exemple. Alors, ajouter name, on peut dire, par exemple, Google, comme ça. J'ai fait une page qui s'appelle Google. Et puis, pour le domaine, à ce niveau-là, on peut garder quelque chose. On peut ne pas mettre ici, vu que dans la table de tenant, ici, on n'avait rien en quelque sorte au niveau des colonnes. Donc, par définition, ici, ce qu'ils font, à chaque fois qu'on essaie d'insérer quelque chose, si ça n'existe pas, il va essayer de le mettre ici dans la table de data. Pour le moment, je vais mettre juste le name et puis l'ID aussi. J'ai envie de le préciser, comme ça me permet d'identifier ici la table directement. Alors, pourquoi ne pas laisser l'ID? L'ID aussi, il est autogénéré normalement. C'est juste que j'ai pas envie d'avoir ici un hash. J'ai envie de pouvoir identifier facilement ici mes différents tenants ici, parce que c'est difficile d'identifier un UHD ici et sans regarder le nom par exemple. Donc on va rester sur quelque chose comme ça. Et puis normalement on est bon ici. Si je fais ça, il va normalement essayer de me créer une base. Donc là je peux relancer ici les migrations artisan fresh seed. Et puis là, maintenant, si je viens au niveau de ma base de données, à ce niveau-là, je peux rafraîchir à ce niveau-là. Donc, on voit bien tenant underscore Google. Alors, le préfixe, il vient donc de... Alors, il faut que je mette celui-là aussi en view induct. Voilà. Donc, ce préfixe-là qu'on a vu ici, à ce niveau-là, tenant underscore Google, ici, il prend l'ID en quelque sorte, et puis il le rajoute donc il rajoute le préfixe au-dessus. Donc on avait donc ce fichier de configuration au niveau de tenancy à ce niveau-là. Il y avait donc un préfixe et un suffixe à ce niveau-là si on en a envie en fait, pour customiser à ce niveau-là. Donc voilà, il nous a créé une base de données, on voit bien le schéma ici. Alors c'est important donc de préciser, comme je disais tout à l'heure, au niveau de point 1 ici, que cette base de données-là, ces identifiants-là, est le droit de création ici, depuis votre base de données, de créer un schéma en fait.
Donc ça c'est important pour avoir ces différentes tables-là. Donc là, il nous a rajouté cette table-là. Et puis ce qu'on a envie de faire par exemple maintenant, on a envie par exemple de créer, je sais pas, une autre base de données dans la table pour les migrations, c'est pour chaque client. Supposons qu'on ait une table, je sais pas, une table post par exemple. Donc je vais faire ici migrations ici, database migration. Là, le package que j'utilise, il nous permet de tout compléter ici. Mais sinon aussi au niveau de artisan, si je fais PHP artisan ici, liste, on voit la partie tenancy ici, ça c'est pour l'installation qu'on a déjà utilisé, mais on voit également ici un préfixe ici, le tenant à ce niveau-là. Il va lister ici par exemple tous les tenants qui existent sur un moment T, et puis là ça nous permet de lancer les migrations, ici de refresh les migrations, ce genre de choses. On a tout un tas de commandes ici qu'on peut réutiliser en fait. Et puis je pense qu'on a même un make ici pour les tenants. Alors je le vois pas. À moins qu'on crée juste et qu'on modifie. Moi j'ai l'habitude donc de créer, d'utiliser avec mon helper ici. Donc je peux passer directement ici. Donc je peux faire quelque chose comme ça, migrate. Et puis là je vais créer une base de données. Une table directement ici dans ma base de données. Donc là, ce que je peux faire, c'est le modèle. Je peux dire ici, c'est un post à ce niveau-là. Tac. Pas besoin. Post migration class of file name. Alors, create post. On va créer plutôt un modèle et puis on va pas s'embêter, on va créer plutôt un modèle. Donc là, ce que je vais faire ici, je vais créer un modèle qui s'appelle là ici post. Comme ça, il va me créer ça avec. Puis là, l'ID, je vais le laisser. L'ID, il est déjà là, donc c'est pas mal. Donc name ici, on pourra avoir excerpt ou description ici. Et puis là, on aura notre content par exemple. Et là, ce sera du texte long. Et celui-là, peut-être du texte court. Je ne sais pas s'il y en a, tiny text. Et voilà. Donc là, on a envie de créer la migration. Mais là, on va move cette partie-là. On va la déplacer dans le dossier comme on a vu tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste créer ici un contrôleur pour pouvoir tester rapidement les choses. Et là, normalement, on est bon du coup. Pour la factory, je pense que je vais rajouter aussi une factory pour le jet de données, comme ça on teste tout en même temps. Donc là, je vais créer, on est bon ici, je peux générer les choses. Là, il nous a créé donc notre migration. Si je regarde dans le code source ici, là où le code source il est situé, on n'a pas envie, par exemple, les postes concernent ici les utilisateurs. C'est pas notre back-office, par exemple. Donc là, ce que je vais faire, je move cette partie-là à ce niveau-là. Et puis lancer les migrations. Donc là, si je fais ça, PHP artisan, migrate ici, je vais enlever juste ça. Par défaut, notre base de données centrale ici, il dit qu'il ne retrouve rien parce que lui, il les recherche à ce niveau-là. Mais si on a envie de migrer les tables en fait qui se situent dans la partie client, donc on a envie de faire quelque chose tenant ici, migrate à ce niveau-là. Donc là, il va me rajouter cette table-là dans mon modèle ici, dans mon schéma du client ici qui existe. Donc là, ce que je vais faire, si je rafraîchis ici, il va me rajouter donc la table à ce niveau-là. On aura donc post à ce niveau-là et il a son propre contexte aussi de migration ici. Donc là, c'est plutôt pratique. Ce que je vais faire maintenant, on va générer des données pour cette table-là. Donc je vais enlever d'ailleurs, je vais supprimer tout ça. Tac, tac, tac. On va repartir au niveau du seeder ici, database seeder à ce niveau-là. On a créé notre client à ce niveau-là. L'idéal ici, si on a une fiche de client, ce genre de choses, c'est d'importer les différents clients. Si je crée ici cette partie-là des users ici, la table user n'existe pas dans le contexte client, mais ici nous sommes dans un contexte central, donc ça va. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre à ce niveau-là? Donc là, je peux commenter. Et puis, si on a envie donc d'injecter des données dans notre contexte client, d'ailleurs, on va créer peut-être un nom de domaine ici directement. Donc, on peut faire quelque chose comme ça. Le domaine ici, le sous-domaine ici, ce sera donc notre domaine d'abord. Parce qu'on a indiqué que cette partie-là, elle a un sous-domaine. Donc, je vais donc indiquer ici google.multitenancy.
multitenancy.test. Donc ça, ce sera donc le sous-domaine sur lequel notre application pour ce client-là, il sera accessible en fait. Donc si on avait plusieurs clients, chaque client aura donc son propre sous-domaine ici. Donc là, si je refais ça, je peux tout recommencer, il n'y a pas de comme ça, il va tout passer également. Donc là, alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Duplicate entry Google, machin, integrate, evaluation, entry for primary key. Oui, effectivement, j'ai envie de, c'est pas celui-là, c'est pas la bonne commande, donc j'ai envie de faire un fresh plutôt seed. Et ensuite, on va regarder, Google already exists. C'est ça ce que je déteste avec ça, parce que il faudrait ouvrir également les tables ici qu'on a créées. Donc là, je peux faire juste un drop ici, pas plus mal. Et puis sinon, ce qu'on peut faire aussi, on peut configurer pour dire que ne recrée pas si la table elle existait déjà. Donc là, on peut relancer tout. Si je reviens à ce niveau-là, je rafraîchis, on a donc notre table, notre schéma ici Google qui existe toujours, et puis la partie post également. Et puis ce qu'on a envie de faire maintenant pour y insérer les différentes données dans notre base de données client, ce qu'on a envie de faire en utilisant en tout cas les seeds ici, on a envie de reprendre ici à ce niveau-là et faire un run ici à ce niveau-là, d'appeler un callback, et puis cette fonction-là va être exécutée dans un contexte tenant en fait. Donc là, de façon habituelle, ce qu'on fait, on crée ici, comme ce qu'on a fait pour les migrations, on crée ici d'autres seeders ici pour la partie client, et puis le point d'entrée, donc ce sera là-bas. Pour le moment, on va juste faire ceci, et comme ça, on ne va pas changer les configurations, ce genre de choses. Si on a envie donc de créer un modèle ici pour notre poste, on a juste envie de faire quelque chose comme ça, poste à ce niveau-là, on peut prendre la factory, puis dire qu'on a envie de créer 10 postes par exemple, et puis là, on va les créer de cette façon-là. Je vais repartir donc au niveau de post factory. Ici, on a donc... alors, c'est impressionnant ça. Il m'a créé toutes les données à ce niveau-là, c'est parfait. Donc là, c'est parfait, c'est parfait. On peut donc passer directement à ce niveau-là. Là, je vais faire ici. Alors, je vais voir au niveau de du service provider, il me semble, service provider. Est-ce que ici, lorsqu'on delete à ce niveau-là une base, on a donc un delete ici, et puis j'ai envie de dire que migrate create database if not exist. Il faut qu'on trouve un moyen ici de façon générale. Je pense que dans les versions précédentes, il y a un flag ici à mettre ou un truc comme ça pour éviter qu'il force la création ici de la base en fait. Donc on a creating database si elle existe. Bon, c'est pas grave, je vais faire ici rapidement. Ici, je vais la virer encore une fois à ce niveau-là, la base de données. Et puis rafraîchir donc ici, si je rafraîchis ici la liste des schémas, on voit que le client il est parti. Là, ce que je peux faire donc, c'est de refaire ici les migrations et les sites ici pour pouvoir lancer cela et créer la table de poste. Donc, si je reviens à ce niveau-là, je rafraîchis ici aussi, tac. On a donc notre client ici, Google, et puis à l'intérieur, je vais rafraîchir. Donc on a notre table de poste ici, on a donc le jet de données qu'on a inséré à ce niveau-là. Comme on peut le remarquer, au niveau de la base de données centrale, on n'a pas cette table de poste à ce niveau-là. On a juste les tables qui existent à ce niveau-là, au niveau de la racine ici de migration. Et uniquement cette table-là existe au niveau de la partie client. Maintenant, si on souhaite par exemple, je vais revenir maintenant ici, je vais fermer tout ça. Il nous a créé déjà une route ici au niveau du dossier de route ici qui s'appelle tenant à ce niveau-là. Et puis dans cette route-là, il nous a mis en place ici différentes middleware qui permettent d'identifier ici notre client. Et l'identification ici du client se fait via l'ID qu'on a établi ici au début. Si je reviens au niveau de database seeder ici rapidement, c'est via cet ID-là en fait, ou le nom de domaine en fait. C'est ce qu'il utilise pour pouvoir identifier ici le nom de domaine le nom du client en fait. Maintenant, si on a ça, ça nous permettra d'avoir cela directement à ce niveau-là. Si on n'en a pas en fait
de domaine. Si on avait laissé la génération de l'ID, bah, il faudrait donc qu'on devine l'ID ou qu'on liste la liste de toutes l'ensemble ici des tenants et puis cliquer sur un client qu'on aura établi. Donc ici, on a celui-là, Initialize Tenancy by Domain. On a un autre ici qui s'appelle Initialize Tenancy by Subdomain aussi. On peut le faire par Subdomain, comme ceci, à ce niveau-là. Et Prevent from Central, à ce niveau-là également. On peut empêcher ici toutes les routes de centrale pour pouvoir accéder aux différentes routes qui existent à ce niveau-là. L'avantage de ça, c'est que les différentes routes, par exemple, lorsque je fais ici, je sais pas, ici je vais faire ici, je vais faire juste, je vais laisser celle-là, je vais faire ici une route ressource ici pour notre classe ici de poste. Par exemple, je peux faire ici ressources poste ici, et puis on a créé déjà le contrôleur. Donc là, ça marche. Si je reviens ici, je fais un route list ici. Comme on peut le voir, on a donc les différentes routes de notre application. Par contre, ici, on est dans un contexte. Alors là, ils n'affichent pas les middleware. On a donc nos différentes routes ici, mais ces routes-là ne sont pas accessibles via la partie centrale ici. La partie centrale ici, c'est notre back-office. C'est les différentes routes ici, API, les différentes routes qui sont dans API et qui sont dans le web ici. On ne peut pas accéder aux différents, on ne peut que accéder à ces routes-là si on est en centrale. Et puis, lorsque nous sommes dans un contexte client, on a ici toutes les routes à ce niveau-là. Si on en a envie de rajouter d'autres routes, on peut aller dans le service provider ici de l'application du package et puis pouvoir utiliser cela. Donc là, maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est d'accéder à cette route-là, par exemple, ici. Si je viens au niveau de la racine du projet ici, comme on peut le voir, là, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas ici. Alors, si je fais ça, hello, par exemple, oui, c'est celle-là en fait qui est masquée ici, et vu qu'on n'est pas dans un contexte tenant, du coup ça ne marche pas. Donc là, je peux libérer par exemple celle-là, je peux mettre ici hello par exemple tout court. Là, on laisse la partie racine ici, à ce niveau-là, pour notre welcome, à ce niveau-là. Et puis pour la partie tenant ici, on peut donc mettre d'autres routes, etc. Donc si j'essaie d'accéder à cette route-là, ici, je fais slash hello, ça ne marchera pas, il va dire not found. Maintenant, si je prends mon utilisateur ici, le client que j'ai créé ici, Google, je peux préfixer ici par Google. Alors moi, j'utilise ici Laravel Heart, ou vous pouvez aussi utiliser... vous pouvez utiliser aussi Sail ou ce genre de choses pour pouvoir mettre en place ici vos différents setups, ce genre de choses. Donc là, je vais remettre celui qui était là, ici, Initialize Tenant by Domain. Je vais donc tester ça. Et puis là, on voit bien notre texte à ce niveau-là. Qui apparaît à ce niveau-là, et puis ça n'a rien à voir donc avec l'application centrale. Si je viens au niveau de l'application centrale, ça ne marche pas, et puis celui-là, donc on puisse accéder directement aux données à cette route-là. Donc là, l'avantage, c'est que si je regarde maintenant à ce niveau-là, je peux revenir ici. L'avantage de l'outil aussi, il nous propose plusieurs helpers. Notamment, il y a un helper qui est aussi important ici que celui-là, cette fonction-là, ici, tenant, quelque chose comme ça. Donc si je fais tenant ici, ça nous permet d'avoir à n'importe quel moment ici de notre application, on peut savoir dans quel client en fait on se trouve. Donc là, si je débloque ce modèle-là, donc on aura une instance en fait ici de notre tenant à ce niveau-là qu'on peut directement utiliser. Et on peut également, il nous propose plus de fonctions que ça. On a d'autres fonctions ici, vous aurez l'occasion de voir cette partie-là. Mais de façon principale, ici, ce que je vais faire, je vais créer ici, pour la partie ressources contrôleur ici, c'est impressionnant ça. Je ne savais pas qu'il pouvait faire ce genre de choses. Franchement, je suis étonné. Donc là, il y a tout le contrôleur qui est déjà généré, donc c'est parfait. Et puis pour la partie index maintenant, ici, je peux essayer d'accéder donc à ce niveau-là directement depuis la partie centrale, depuis la partie client ici. Donc je peux faire slash ici, post pluriel, post ici.
Si je fais ça, on a la liste ici de tous nos postes à ce niveau-là. Et puis si on souhaite donc accéder à un poste en particulier, on a juste à faire /id, quelque chose comme ça, comme on peut le voir ici. On a donc créé celui-là. Et puis donc voilà, je pense que c'est tout. On a donc ce contexte-là, on peut accéder directement à des données de clients depuis son sous-domaine en fait. Donc il y a plusieurs choses ici. On peut également avoir un contexte de job, on a des commandes, ce genre de choses. Donc je vous laisserai voir tout ça. Alors, franchement, la documentation elle est très bien faite. On a l'intégration ici de plusieurs packages aussi, notamment des packages de Spatie. D'ailleurs, Spatie ici, ils utilisent aussi un autre package pour le multi-tenancy. Vous pouvez également aller le voir. C'est un petit peu l'équivalent de celui-là. Donc, vous avez l'intégration avec Sanctum, Passport, Nova, Telescope, ce genre de choses. C'est plutôt très bien établi. Et puis, supposons que maintenant, je souhaite, juste pour terminer cette partie-là, supposons qu'on a envie de mettre en place ici une commande qui permet donc de lancer une opération pour un client en particulier. Ce qu'on a envie de faire, par exemple, je peux créer ici avec mon générateur, vu qu'il sait tout faire maintenant. On peut faire ici Generate Image, par exemple. Tac, là, on peut laisser un auto-discovery. Et puis là, ce que j'ai envie de faire ici, c'est de prendre à ce niveau-là mon contexte tenant ici. Donc là, je peux enlever à ce niveau-là. Ça, c'est le tenant ou client, on peut le nommer comme ça. Et puis si je viens à ce niveau-là, on a envie de récupérer ici, par exemple, l'argument. Donc là, je vais juste tester ça. Est-ce qu'on a la commande? Donc, un generate image ici. Si je fais ça, il me dit qu'il y a un argument qui marche, ça c'est parfait. Donc là, on peut récupérer ici l'ID par exemple de notre client qu'on a créé. Et puis, alors, tenant argument doesn't exist, c'est bizarre ça. Je pense que c'est l'espace ici peut-être. Ok, c'était l'espace. Donc là, on peut bien récupérer ici notre argument. Maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est de booter ici, avoir tout le contexte de ce qui va suivre après dans un contexte de client. Par exemple, ici, si je fais juste tout court à ce niveau-là, par exemple, un all à ce niveau-là et faire un DD juste après, ça ne marchera pas vu qu'on n'est pas dans un contexte de tenant. Il faudrait donc qu'on ait un mécanisme ici. Donc là, on voit bien que la requête elle échoue vu qu'il dit que la base table or view doesn't exist ici, vu qu'on n'a pas démarré ici le contexte client. Pour démarrer le contexte client, on a envie donc de faire tenancy ici, et puis initialize, quelque chose comme ça. On peut donc donner l'ID directement ici du tenant, de l'ID du client. Et puis lorsqu'on aura fini, on peut donc tenancy par exemple. Si on a envie de continuer d'autres opérations pour end ici, pour d'autres opérations dans le contexte central également. Donc on peut faire quelque chose comme ça. Tout ce qui va se trouver à ce niveau-là, entre les deux, vont se retrouver dans un contexte du tenant en fait. Donc là, on est dans un contexte tenant. Si je fais donc ce truc-là, ici, cette commande-là, ici, on aura donc, je vais juste faire un dump du coup, pour pouvoir les laisser closer, mais on n'a pas forcément besoin. Donc là, si je fais ça, on voit bien notre DD, il marche maintenant. Et puis parfois, si on a envie de parcourir toute la liste, par exemple, des clients, on a juste à faire ici tenancy ici, le helper, et puis run for each, run ici, je pense, run for multiple ici, et puis là, on aura la liste ici de tous les... on peut donner ici soit un paramètre uniquement pour un certain nombre de clients, ou alors je pense qu'il y a une autre fonction ici, si je regarde, tenancy, je vais juste regarder ici ce qu'il va retourner, je pense qu'il y a quelque chose ici, pas celui-là. Ah, ok. On peut aussi utiliser celui-là, mais je pensais qu'il y avait un run ici directement. Donc là, si par exemple je fais un run multiple ici, je peux donner ici soit un nul, et puis par défaut un nul, il va parcourir toute la liste en fait des tenants qui existent dans l'application. Par défaut ici, il n'y en a qu'un, donc il va prendre que celui qui existe. Donc là, ça nous permettra aussi de parcourir une liste de clients et puis pouvoir faire des opérations si on en a envie.
Donc voilà, et puis pour la partie des jobs aussi c'est pareil, pour lancer les jobs, et puis le queue également aussi. Donc si je reviens au niveau de artisan ici, on a run, seed ici, les différentes commandes, des préfixes, et puis on a une commande ici spéciale ici pour le run. On peut donner celui-là par exemple, artisan, quelque chose comme ceci, puis donner ici une commande à exécuter en fait. Et puis on peut donc préciser également sur un client en particulier, ce genre de choses sur lequel on a envie de donner cette commande là en fait. Donc là par exemple si je fais supposons que celui-là, cette commande-là, elle n'avait pas de contexte client ici. Je vais juste enlever ça. Tac, tac, tac. Puis là, je vais faire peut-être un info. Generating images. Je vais juste faire un info ici, juste pour faciliter les choses. Donc là, si je fais ça, je peux dire que le run ici, j'ai envie d'exécuter cette commande-là. Là, il va parcourir tous les clients, il va exécuter pour chaque client. Ce que je vais faire ici, juste pour montrer ici la multiplicité ici de tout ça, je vais créer un autre client à ce niveau-là. Donc, je vais faire ça. Donc là, au lieu de faire le tenant ici, on va passer par le helper tenancy, comme on a vu tout à l'heure. Donc, on va faire run for multiple, et puis là, on va donner nul. Et puis ensuite, notre fonction ici de ça. Comme ça, on ne garde pas les différentes variables ici. Donc là, au lieu de ça, je peux mettre ici, je vais mettre ici Yazida, ici la chaîne, là aussi, et puis là, je peux garder ceci également. Donc là, maintenant, si je refais ici, alors déjà, je vais écraser cette partie-là. En fait, il y a un moyen de le faire. Ici, c'est juste que j'ai la flemme de le rechercher au niveau de la documentation, mais il y a un moyen pour éviter de l'écraser ici à chaque fois, en fait. Donc là, si je rafraîchis à ce niveau-là, on n'a plus cette partie-là. Et donc, je vais relancer donc, les migrations ici, migrate fresh seed. Puis là, elle m'a créé normalement les bases, toutes les deux bases, en fait. Donc là, on a le Google, la première, et le deuxième Yazida ici. Et puis pour chacun, ici, si je prends celui-là par exemple, on a aussi pour ces postes également. Et normalement, là aussi, c'est bon. Maintenant, pour la partie génération d'images ici, comme on a vu tout à l'heure, si j'ai envie de réexécuter cette commande-là ici, sans préciser ici le client sur lequel il va exécuter, il va parcourir tous les clients en fait. Donc, on voit bien, il a parcouru ce client-là, le premier Google et celui-là Yazida. Maintenant, si je souhaite exécuter une commande uniquement pour un client en particulier, je vais faire juste le H ici, copier l'option. Ici, je peux faire quelque chose comme ça. En fait, c'est une multiple value ici d'option, donc on peut l'utiliser également. Quelque chose comme ça, on peut faire ici. Yazida, par exemple, il va prendre que ce client-là. Donc là, si je fais ça, on ne prend que ce client-là, on peut les combiner, ce genre de choses. Alors là, il nous retrouve Google. Non, c'est plutôt comme ça. Tenant, quelque chose comme ça. Voilà, là, il va le faire les deux. Et donc, ça permet donc d'exécuter ce genre de choses. Mais moi, j'ai plutôt une préférence de faire quelque chose comme ça, d'avoir une option ici et puis pouvoir le passer directement à ce niveau-là. Comme ça, pour chaque commande, on aura la génération, par exemple, d'images. Au lieu de faire ça, tac, je vais passer pour chaque génération d'image ici, directement au client. Et puis ça le génère. Donc voilà, on peut faire une combinaison de tout ça et je vous laisserai donc regarder dans la documentation ici. Ils ont tout un tas de choses déjà très bien établies, les queues, les sessions. Si vous utilisez notamment les sessions ici de PHP, ce genre de choses, vous pouvez également utiliser Sanctum si vous êtes un API ou Passport, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose de très bien établi. Les routes également, si vous souhaitez mapper ou changer ici les modèles de mapping ici des différentes routes, vous pouvez aller dans le service provider et puis changer cela. Donc si je viens au niveau du route service provider ici, à ce niveau-là, on peut donc override cette partie-là. Lui, il injecte, en fait, je pense qu'il injecte ces routes avant cette partie. Non, c'est après cette partie-là, vu que il remasque ici le slash à ce niveau-là pour la partie web. Donc, si on a envie d'avoir cette partie-là web,
en priorisant les choses, etc. Donc on peut également le faire à ce niveau-là. Par contre, si on a envie de faire ça, il faudrait donc qu'on indique dans la configuration ici de Tenancy, et au niveau des routes ici, je pense, alors c'est à quel niveau? Il faut mettre ce flag-là directement pour pouvoir false et pour pouvoir les enregistrer ici nous-mêmes, en fait, comme ils ont indiqué dans la documentation ici. Comme ça, on peut filtrer les noms de domaine, ce genre de choses, mais il le fait déjà. Mais si on a envie de mettre en place d'autres middleware spécifiques ou peu importe, en fait, chacun a sa préférence, ou avoir injecté d'autres routes en fait d'API, ce genre de choses, on peut également le faire. Alors là, on parle des domaines centrales qu'on a déjà vu ici au niveau de Tenancy. Ici, si je reviens au niveau de la documentation, on avait donc les routes centrales à ce niveau-là. L'idéal ici, c'est de les virer après ou de les mettre dans un fichier de configuration, ici dans le point angle, et puis pouvoir les importer comme ça. Chaque environnement, si on est en production, en dev ou en staging ou en test, peu importe l'environnement, et il va donc pouvoir s'adapter à ce niveau-là. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du package, et puis ça peut être utile, notamment si vous utilisez, si vous souhaitez mettre en place une solution de SaaS. Il y a plein de solutions de SaaS, je pense, qui utilisent ce genre de choses. D'ailleurs, il y a des solutions de SaaS pour les générateurs d'URL, ce genre de choses qui utilisent des sous-domaines. Alors, on n'a pas forcément besoin d'avoir une base de données juste pour un sous-domaine, mais c'est un petit peu le concept en quelque sorte. Je pense que pour ces applications en light, l'idéal c'est de mettre et d'utiliser une base de données une base de données ici qui va prendre pour tous les clients, mais la complexité de ça, c'est qu'il faudra rajouter ici des ID dans pas mal d'endroits, et puis il y a les relations aussi qui vont bouger au niveau de belongs to, ce genre de choses, donc il faudrait faire attention à cela aussi. Il faudra donc rajouter ici les tenant ID dans chaque modèle, ce genre de choses, en tout cas dans chaque modèle de racine, pour pouvoir identifier le point d'entrée. Donc voilà, j'ai des conseils de partir sur ça si c'est un grand projet, mais si c'est un petit projet, pourquoi pas. Et puis ça permettra donc d'avoir d'autres fonctionnalités également directement, sans pouvoir autant avoir l'infrastructure d'une nouvelle base de données en fait. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres fonctionnalités ici sur Laravel et autres. Très vite, ciao.